N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez notre contenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Anon Donla. Bonsoir, Dr. Nekou. Nous saluons la présence du docteur Achente Amande. Nous saluons la présence de tous les grands frères qui nous font le plaisir de nous écouter ce soir. Le département de gynécologie de Medicament va continuer son programme de l'année en présentant ce soir un nouveau sujet, pas des moindres, dont nous allons commencer la séance. Ce travail que nous allons présenter ce soir a été présenté par moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Nekou David. Je suis un interne SP2 de gynécologie et d'obstétrique à la faculté de médecine et de sciences biomédicales de Yaoundé. Ce travail a été préparé en collaboration avec le docteur, on peut déjà le dire, Arnold, qui est à côté de moi. Il pourra intervenir en cas de besoin. Alors, monsieur Arnold, est-ce que vous donnez le feu vert pour lancer effectivement la science? Oui, docteur. On vous donne le feu vert. Alors, la cible, comme nous l'avons dit, le sujet de cette présentation, c'est l'hémorragie du postpartum. Nous savons tous ce que c'est l'hémorragie du postpartum, mais nous savons le dégât que l'hémorragie du postpartum peut causer. Alors, la cible première de cette présentation, c'est les étudiants en médecine, c'est les médecins généralistes et les résidents et internes de gynécologie ou de toutes les autres spécialités. Alors, pour bien comprendre ce sujet, il faut avoir comme prérequis le minimum sur l'anatomie d'un utérus gravide et sur la physiologie de la coagulation. J'espère que tout le monde m'écoute. Nous nous sommes fixés pour cette présentation quelques objectifs dont à la fin de cette présentation, la personne qui a écouté devra être capable de définir ce que c'est qu'une hémorragie de postpartum, de citer les 4 causes d'une hémorragie de postpartum, d'énumérer au moins 8 facteurs de risque de l'atonie utérine, d'énumérer 3 sièges de traumatisme de la filière génitale et de décrire de façon convenable les étapes de l'injection active de la 3e phase du travail. Alors, notre présentation sera articulée selon le plan que nous avons là. C'est un plan qui est succinct. En guise d'introduction, alors, environ 500 000 femmes meurent chaque année de complications de grossesse ou de l'accouchement. 99% de ces décès proviennent des pays en voie de développement, dont des pays comme le nôtre. Alors, malgré les avancées de la science et du niveau sanitaire dans les pays, l'hémorragie constitue toujours à ce jour la première cause de décès maternel dans le monde. Au Cameroun, elle est aussi la première cause devant les maladies hypertensives et les infections. Alors, nous allons commencer par après cette introduction, on va parler des généralités. Alors, c'est quoi une hémorragie du postpartum ou hémorragie de la délivrance? Alors, vous allez voir que la définition a évolué. C'est une perte sanguine supérieure ou égale à 500 cc après un accouchement, quelle que soit la voie d'accouchement. Donc, il n'est plus question de dire que c'est 1000 cc après une césarienne ou 500 cc après un accouchement par voie basse. De nos jours, la définition, c'est toute perte supérieure à 500 cc après un accouchement est considérée comme une hémorragie du postpartum. Alors, une hémorragie du postpartum peut être dit immédiate si elle survient dans l'heure qui suit l'accouchement, ou précoce si elle survient de la première heure à la 24e heure, ou tardive si cette hémorragie survient entre la 24e heure et 42 jours postpartum. Sur le plan épidémiologique, nous avons déjà dit, je vois qu'il y a une main levée. Je pense que les questions, c'est mieux de les noter. On répondra aux questions après. Je pense que c'est mieux ainsi. Donc, après la présentation, avant de passer au cas clinique que nous avons préparé, on va prendre des questions. Alors, comme nous l'avons déjà dit dans notre introduction, l'hémorragie du postpartum est la première cause de décès maternel dans le monde entier. Le diagnostic est rapide et précis. Une femme qui saigne, ça se voit. Sur le plan thérapeutique, la prise en charge doit être précoce pour avoir un bon résultat. Et sur le plan pronostic, elle est associée à une mortalité maternelle
élevée. Alors, au Cameroun précisément, l'hémorragie est la première cause de décès maternel. Malgré le fait que nous avons dans la ville de Yaoundé 7 maternités de niveau 3, l'hémorragie du postpartum représente dans ces maternités environ 30% de mortalité maternelle. Donc, dans une étude faite au CHU, l'hémorragie du postpartum était la cause de 56,4% des décès. Alors, et selon l'OMS, l'hémorragie du postpartum est la cause de 80% des décès maternels. Alors, comme on rappelle, nous allons insister sur la vascularisation de l'utérus. L'utérus est vascularisé principalement par 2 artères. L'artère utérine principale, qui est qui dérive, elle, de l'artère iliaque interne, et l'artère ovarienne qui va sortir soit de la rote, soit de l'artère rénale, selon le côté où on se trouve. Alors, nous n'allons pas durer sur les rappels. Alors, comme on a dit, l'artère utérine, elle provient de l'artère iliaque interne. Elle peut soit sortir directement de l'artère iliaque interne, ou elle peut, dans certains cas, environ 40% des cas, faire tronc commun avec l'artère ombilicale. Alors, en ce qui concerne les rappels sur l'anatomie microscopique de l'utérus, nous savons que l'utérus, la couche de l'utérus est faite de 3 couches. On a la première couche, si on va de l'intérieur vers l'est, on a l'endomètre, on a le myomètre et on a le périmètre qui est la séreuse. Le myomètre est constitué de fibres musculaires lisses au sein desquelles sont entrelacés des vaisseaux. Donc, c'est cette structure-là qui va aider dans le fait de stopper le saignement après un accouchement avec les contractions qui vont s'en suivre. Alors, sur le plan de la physiologie de la délivrance, après, lorsque le placenta est sorti ou lorsque l'enfant est sorti, la délivrance va se faire en 3 étapes. La première étape, ce sera le décollement du placenta. Ensuite, on aura l'expulsion du placenta et l'expulsion va se faire. Donc, pour qu'une femme ne saigne pas ou ne saigne pas abondamment après un accouchement, ces 3 étapes doivent être réglées au niveau de l'utérus. Donc, décollement du placenta après l'accouchement, expulsion du placenta et ensuite l'hémostase. Alors, sur le plan éthiopathologique, le saignement peut partir de l'insertion du placenta. Donc, ici, on va parler d'une atonie utérine et c'est la cause la plus fréquente d'hémorragie du postpartum, mais elle peut aussi être due à une rétention dans l'utérus de débris placentaires qui vont empêcher l'utérus de bien se contacter et de pouvoir donc stopper ou de pouvoir faire une ligature des vaisseaux au niveau de l'insertion du placenta. Une autre cause d'hémorragie du postpartum peut être une lacération du tractus génital. La lacération pouvant être même au niveau de l'utérus, dans les cas de rupture utérine. Elle peut se siéger aussi au niveau du col, du vagin, du périnée. Alors, une autre cause du saignement du postpartum peut être les coagulopathies qui peuvent être présentes, notamment l'hémophilie. Alors, de façon générale, pour retenir les causes d'une hémorragie du postpartum, on parle souvent des 4 T. Les 4 T, c'est-à-dire le tonus, donc l'atonie utérine, les tissus, si on a une rétention de débris placentaire. Si on peut parler de traumatisme, le 3e T, le traumatisme, une lacération de la filaire génitale qui peut siéger au niveau de l'utérus, du col, du vagin, même du périnée. Et comme le 4e T, nous avons les troubles de la coagulation qui peuvent être innés ou acquis. Alors, l'atonie utérine, c'est la première cause de saignement du postpartum ou de d'hémorragie du postpartum, comme on l'a dit. Les facteurs de risque d'une atonie utérine sont multiples. Il y a notamment l'épuisement musculaire du fait d'un travail prolongé ou d'un travail prolongé ou d'une surdistension utérine dans le cadre, par exemple, de grossesse jumellaire ou grossesse multiple, ou même dans le cas d'idamiose ou de macrosomie fœtale. On peut aussi avoir des atonies utérines après un travail précipité, c'est-à-dire un travail qui est très rapide. Certaines anomalies utérines peuvent modifier la capacité de l'utérus à se contacter, notamment dans le cas de l'utérus polymyomateux. Alors, cette inertie de l'utérus va faire qu'il n'y aura pas de ligature des vaisseaux au niveau de l'insertion du placenta et la femme va continuer à saigner après la sortie du placenta. Et d'autres causes, une inertie du myomètre peut être induite par certains médicaments
le plus couramment utilisé dans notre contexte, c'est le sulfate de magnésium qu'on utilise dans le cas de prévention de convulsions chez les patients qui présentent une prééclampsie sévère. Ce médicament-là peut aussi entraîner une inertie. Ça peut aussi entraîner une inertie du muscle utérin qui va faire qu'il ne se contracte pas et la femme va continuer à saigner après la sortie du placenta. Alors, en ce qui concerne la rétention du début placentaire, dans ce cas, ça peut être les patients, peut-être celui qui fait l'accouchement. Celui qui fait l'accouchement n'est pas qualifié. On ne fait pas une bonne délivrance du placenta. Ce qui fait qu'un morceau du péché, l'utérus se contacte normalement. Un utérus qui ne se contacte pas normalement va continuer à saigner et cette femme-là va développer une hémorragie du postpartum. La deuxième cause d'hémorragie du postpartum, justement, c'est la rétention de ce début placentaire-là. Donc, elle se définit comme la persistance de la totalité ou d'un fragment du placenta dans la cavité utérine. Ils vont empêcher, comme j'expliquais tout à l'heure, la rétraction du placenta et vont faire que la femme continue de saigner. Alors, les traumatismes de la filière génitale. Nous avons dit que la première, on peut avoir les ruptures utérines, on peut avoir les ruptures cervicales, les ruptures vaginales et les déchirures du périnée. Alors, les facteurs de risque ici, c'est parfois les accouchements de macrosomes ou de très petits bébés, parce que ça va que les petits bébés aussi peuvent entraîner des déchirures. Ça peut être les accouchements instrumentaux, peut-être les forceps, si les conditions pour faire des forceps ne sont pas tous remplies. Ça peut entraîner des déchirures de la filière génitale. Alors, la quatrième cause, comme nous l'avons dit, les 4 T, c'est les troubles de la coagulation. Les troubles de la coagulation peuvent être induits par la grossesse ou peuvent être présents avant la grossesse. Les troubles induits par la grossesse peuvent être le placenta abruptio qui va induire les troubles de la coagulation, une mort fœtale in utero, la prééclampsie, les hémorragies massives. Alors, certaines anomalies de la coagulation peuvent exister avant la grossesse, notamment les anomalies comme la maladie de von Willebrand. On ne va pas s'étaler là-dessus. Alors, en étude clinique, nous allons décrire la forme typique qui est une hémorragie du postpartum par atonie compliquée de choc. Alors, les circonstances de découverte, c'est dans la plupart du temps, ce que nous recevons dans nos hôpitaux, c'est des patients qui ont été référés, elles ont accouché dans un autre centre, ou c'est des patients transférés de la salle de postpartum sans surveillance. Souvent, c'est des patients qui vont présenter des facteurs de risque que nous avons cités plus haut, notamment soit un travail prolongé, soit un travail très rapide, soit une grossesse gémellaire, dont les facteurs de distension utérine, la grossesse gémellaire, la macrosomie, tout ce genre. Ça peut aussi être les patients chez qui on a un abus de cytocine. Alors, l'anamnèse de cette patiente va rechercher les facteurs de risque que nous venons de citer, une notion de saignement abondant par le passé, une notion de vertige, de céphalée, de vision floue, de palpitation, qui sont les signes de que l'hémorragie que la patiente a, on a un retentissement sur son état général. Dans l'état général, la patiente peut être altérée, on peut avoir les signes de choc, notamment une tension artérielle qui est très basse, un pouls qui est élevé autour de 120, 130. On aura une pâleur cutanéenne au muqueux. On aura l'absence de globe de sécurité. Alors, quand on dit globe de sécurité, normalement, un utérus dans le postpartum, un utérus normal doit être globuleux, ferme, bien retracté. Alors, chez cette patiente-là, on n'aura pas ce genre d'utérus-là, donc on aura une absence de globe de sécurité. À l'examen de la filière génitale, on aura un sang rouge mêlé de caillots provenant de la cavité utérine avec des périodes de rémission. Donc, c'est un utérus qui va essayer de se contacter et après, il va lâcher, il y a les caillots, il y a du sang qui sort. Donc, on aura des moments où on a l'impression que l'utérus se contracte. Sur le plan paraclinique, il n'y a pas mille examens à demander. La première chose, c'est de demander une numération en urgence qui va permettre d'évaluer la sévérité de l'anémie, de demander un TP, un TCK, un bilan thérapeutique qui peut aider au cas où on va finir peut-être par une chirurgie, et de demander aussi une créatinémie pour le retentissement rénal. En ce qui concerne les formes cliniques, donc les autres formes cliniques, nous avons les formes selon le mécanisme. Vous allez voir qu'on a déjà détaillé ces formes-là. Selon le mécanisme, ça peut être les hémorragies par atonie utérine, par rétention de début placentaire, par lacération de la filière génitale et par trouble de la coagulation. Alors, comme j'expliquais, selon l'étiologie, nous avons ces 3 types. On a déjà le type de description était l'atonie utérine. Ensuite, on a l'hémorragie par rétention de début placentaire, par lacération de la filière génitale et les hémorragies par coagulopathie. Nous avons les formes compliquées et non compliquées. Donc, une hémorragie de postpartum peut avoir le retentissement sur le plan hémodynamique de la malade ou ça peut ne pas avoir. Donc, ce n'est pas parce qu'une malade a un pouls normal, a une tension normale qu'elle n'est pas une hémorragie du postpartum. Si on a une hémorragie, une femme qui a déjà les signes d'anémie sévère, c'est une forme compliquée. On a les formes simples dans lesquelles
la patiente peut avoir des paramètres qui sont effectivement normaux. On a les formes selon le terrain. Une hémorragie du postpartum sur un terrain d'anémie, par exemple. C'est une femme qui va perdre moins de 500 cc, mais qui aura déjà des troubles sur le plan hémodynamique parce que déjà, avant même son accouchement, elle n'était pas à très bonne forme sur le plan de son hémoglobine. Alors, on peut avoir une hémorragie de postpartum sur un terrain de cardiopathie. Donc, le facteur de décompensation de son anémie peut se trouver ailleurs sur le plan cardiologique. Alors, ce tableau va permettre de résumer ces différentes étiologies d'hémorragie de postpartum en donnant les facteurs de risque, l'état de l'utérus, le saignement, les signes de vacuité. Alors, vous allez voir que dans la tenue utérine, on va souvent retrouver les facteurs de risque. À l'examen physique de l'utérus, la patiente sera mou. Quand on est allé, il n'y aura pas de globe utérin de sécurité, qui est cet utérus-là qui est globuleux, fermé et bien rétracté. On aura un saignement rouge vif, intermittent au début, puis continu. Et on va se rendre compte que si on fait par exemple une revue utérine, que l'utérus est vide et l'état de la filière génitale est conservé, donc il n'y aura pas de déchirure du col, pas de déchirure du vagin, on ne va pas retrouver. Alors, dans la rétention de début placentaire, le plus souvent, on n'a pas de facteur d'aténie utérine. L'utérus peut être mou parce que le fait qu'il y ait des débris dans l'utérus va l'empêcher de se contracter. Le saignement est rouge vif, intermittent, plus continu. On aura des débris qui seront mélangés au sang qui va couler de la filière génitale de la patiente et l'examen de la filière génitale sera normal. Quand ce sera les lacérations, on n'aura pas de utérine. À l'examen, le saignement sera rouge et vif en filet ou parfois c'est un saignement actif de grande abondance et on aura une utérus qui sera vide. À l'examen de la filière génitale, on va effectivement mettre en évidence cette lacération-là. Alors, la quatrième étiologie, qui est le trouble de la coagulation, le patient peut présenter ou pas des signes d'aténie utérine. L'utérus peut être mou ou bien rétracté. Alors, le sang que la patiente sera un sang qui sera incoagulable. Donc, dans ce cas, on ne va pas retrouver de caillots dans le sang de la patiente. Et au niveau de la filière génitale, parfois, on peut retrouver même des lacérations. Donc, on peut avoir les entités qui s'intriguent, donc plusieurs entités qui donnent l'hémorragie, le postpartum de la malade. Alors, et si on fait le temps de saignement, c'est-à-dire si on prélève le sang de la malade et qu'on met dans une seringue qu'on observe, on aura un temps de saignement qui sera allongé, donc supérieur à 7 minutes. Alors, les complications de l'hémorragie du postpartum, à pour thème, les complications peuvent être un choc hémorragique. C'est dans ce tableau-là que les patients se présentent le plus souvent. Ça peut être une insuffisance rénale aiguë, ça peut être même le décès. À long terme, on peut avoir le syndrome de Sheehan, la prise en charge finale a été une chirurgie. Donc, l'hémorragie du postpartum, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Elle va impliquer l'obstétricien, l'anesthésiste, l'hématologue, même si nécessaire, le radiologue et le chirurgien. Alors, le traitement peut être préventif ou curatif. Nous allons commencer par le traitement préventif. Il faut savoir que 50% des hémorragies du postpartum immédiat surviennent chez les patients il n'y a aucun facteur de risque. C'est-à-dire que là, on aura l'hémorragie dans 50% des cas chez les patients qui, a priori, on ne s'attend pas. Alors, avant l'accouchement, ce qui doit être pris comme précaution, on doit prendre et bien vérifier le dossier de la malade, de rechercher les facteurs de risque d'hémorragie du postpartum que la patiente présente. On doit faire des bilans, la numération formule sanguine, TP, TCK, groupe sanguin. Ça ne se fait pas après l'accouchement. C'est des bilans qui doivent être demandés sur toutes les femmes qui doivent accoucher. On doit faire une constatation pré-anesthésique chez les femmes, si c'est une césarienne qui est programmée. On doit faire le bon de sang à la malade. On doit demander le sang, de réserver le sang. Si c'est une patiente qui a les facteurs de risque avérés, on doit s'assurer de la bonne qualité des voies veineuses, des veines périphériques de la malade, s'assurer qu'en cas de souci, on peut effectivement mettre une voie veineuse périphérique très rapidement. On doit s'assurer, avant de faire un accouchement, qu'il y a les utéraux toniques à côté de la malade. On doit prévoir les cristalloïdes et les colloïdes. On doit éviter l'usage abusif des ocytocines. Alors, pendant l'accouchement, pas de poussée avant dilatation complète. Ceci prévient les dilatations, les déchirures cervicales. Donc, il faut attendre, il faut s'assurer que la patiente est à dilatation complète avant de demander à la patiente de pousser. On doit faire une délivrance dirigée du placenta. On doit avoir un sac de recueil de sang ou un bassin de lit systématiquement
pour estimer le saignement et ne pas confondre, ne pas penser que la patiente a saigné peut-être sans cesser, alors qu'on a une patiente qui a saigné peut-être sans cesser. Alors, la prise en charge de la troisième phase du travail peut prévenir 60% des atomies utérines. Donc, on connaît tous, on l'a tous appris, les 8 étapes de la GADPA. C'est cette étape qui permet effectivement de ne pas arriver à l'hémorragie du postpartum. La première chose, lorsque l'enfant est sorti, c'est de vérifier qu'il n'y a pas un deuxième fœtus dans l'utérus. Ensuite, injecter 10 unités d'ocytocine en IM, clamper le cordon, l'enrouler jusqu'à la vulve, attendre une contraction. Lorsqu'on a la contraction, parce que c'est la contraction qui va permettre le décollement du placenta, on exerce une traction continue sur le cordon tout en refoulant l'utérus vers le haut. Lorsque le placenta est sorti, on vérifie la tonicité de l'utérus et on le masse si nécessaire après la sortie du placenta. Ensuite, on examine bien évidemment notre placenta pour s'assurer qu'il est complet, qu'il n'y ait pas de membrane qui soit restée à l'intérieur, qu'il n'y ait pas d'absence de constitution du placenta. Et on examine la filière génitale. Donc, ces 8 étapes doivent vraiment être retenues, surtout par les étudiants qui nous écoutent ce soir. Ce sont les étapes primordiaux pour la prévention des hémorragies du postpartum. Alors, en ce qui concerne le traitement curatif de l'hémorragie du postpartum, les buts ici seront d'arrêter l'hémorragie du postpartum, d'éviter les complications et de maintenir la fertilité dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'on ne veut pas arriver à une hystérectomie chez cette malade-là. Alors, les moyens médicaux, les moyens non médicamenteux, l'appel à l'aide. Une femme qui saigne, si on fait un accouchement et on se rend compte qu'il y a une femme qui saigne, la première des choses à faire, c'est d'appeler à l'aide. On ne gère pas une hémorragie du postpartum seul. On appelle à l'aide, on met une sonde urinaire parce qu'une vessie pleine, c'est une vessie qui va empêcher l'utérus de se contacter. On fait un massage utérin, on fait une révision utérine si nécessaire. Si le saignement persiste, on peut faire une compression abdominale, toujours dans les moyens non médicamenteux. Et on peut même faire une compression bimanuelle, toujours dans les moyens non médicamenteux. Alors, dans les moyens médicamenteux, on peut faire un remplissage avec soit les cristalloïdes ou les colloïdes. On peut donner des dérivés sanguins. On peut aussi utiliser les utérotoniques. Et dans les moyens chirurgicaux, on peut faire une chirurgie soit conservatrice ou une chirurgie radicale. Alors, la prise en charge initiale du malade, c'est un temps important. C'est dans les 30 minutes qui suivent le début de l'hémorragie qu'on doit sauver la malade. Alors, on dispose de 30 minutes pour sauver cette malade avant de passer aux méthodes invasives. Donc, si une femme saigne pendant plus d'une heure de temps, après une heure de temps, elle doit se retrouver au bloc opératoire. La prise en charge initiale, donc, dès qu'on nous amène, si on nous appelle qu'il y a une femme qui saigne, on fait une évaluation initiale. On prend les paramètres, donc il prend la tension artérielle, on essaie de voir quel peut être le thyroïde sur les facteurs de la on appelle à l'aide, on pose 2 voies veineuses de gros calibre, on fait les prélèvements sanguins, très important, et on commence à faire un remplissage si la patiente est instable sur le plan hémodynamique. Alors, le traitement, comme on a dit, sur la diapo présente, évaluation, mise en place de 2 voies veineuses périphériques, on évalue le retentissement. On peut faire un massage utérin, sondage vésical, révision utérine, examen de la filière génitale si on suspecte qu'il puisse avoir une lésion. Alors, on fait un remplissage. On peut donner, selon le cas, donc ce n'est pas dans tous les cas, donner au moins 2 litres de liquide pendant les 2 premières heures si c'est une malade qui est en état de choc. Alors, les cristalloïdes devraient être les premiers choix. Cristalloïdes, c'est-à-dire les Ringer lactate, le salé, ils sont plus sûrs, ils sont moins chers, ils sont disponibles. Donc, on ne va pas envoyer une malade qui saigne, on dit que non, il faut le géloplasma, qui est plus cher, parfois ce n'est pas disponible. On essaye de faire avec ce qui est plus sûr, qui est moins cher et qui est disponible, qui sont les cristalloïdes. Alors, les utérotoniques, très important, mais à donner si on est devant, on suspecte une hémorragie, paratonie utérine. Donc, si on a une lacération peut-être du périnée, une lacération du vagin, ce n'est pas les utérotoniques qu'on va donner. Alors, comment donner les utérotoniques si on a besoin? C'est environ 30 à 40 unités, si il s'agit de l'ocytocine en perfusion de 30 minutes. On peut donner du misoprostol en intrarectal ou en sublingual, selon le cas. 80 microgrammes. On peut aussi donner
la méthylergométrine, connue sous le nom de méthaigène ou de lérène. On peut aussi donner. On peut même injecter ça directement en intramural. Alors, comme on a dit, on peut donner les dérivés sanguins. C'est selon le cas et selon l'étiologie du saignement de notre malade. On peut être amené à donner soit du sang total, soit du sang total frais. On peut être amené du plasma frais congelé si c'est une trouble de la coagulation, par exemple. On peut être amené à donner concentré plaquettaire ou du fibrinogène. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait faire une compression bimanuelle utérine. Alors, comment le faire? On place le point ganté dans le cul-de-sac antérieur. On fait une pression contre la paroi antérieure de l'utérus. L'autre main gantée exerce une pression derrière le fond utérin et appuie contre la paroi postérieure de l'utérus pour maintenir la pression jusqu'à maîtriser le saignement. Alors, on peut aussi faire une compression de la aorte abdominale. On exerce une pression à gauche de la ligne médiane et au-dessus de l'ombilic pour comprimer la aorte de la paroi abdominale postérieure. Recherchez les poules numéraux. C'est leur absence qui signe une efficacité. Donc, vous allez voir sur le schéma, il y a cette main-là qui compresse, il y a une main qui est sur le pouls. Si vous faites une pression abdominale et que vous continuez à percevoir le pouls fémoral, ça veut dire que votre pression abdominale n'est pas efficace. Alors, ces deux méthodes, que ce soit la compression bimanuelle ou la compression de la aorte abdominale, ce sont des méthodes qu'on fait en attendant la prise en charge chirurgicale. Donc, ne doit pas être considéré comme le traitement définitif de l'hémorragie du postpartum. Donc, on utilise ces méthodes lorsqu'on est dans une situation où les moyens médicamenteux n'ont pas marché en préparation de la chirurgie. On a dit que la chirurgie, quant à elle, pouvait être conservatrice ou radicale. Alors, la chirurgie conservatrice, on peut faire une embolisation vasculaire, on peut faire une ligature des artères utérines, on peut faire même une ligature de l'artère hypogastrique en elle-même, on peut faire un bilinge, on peut faire un capitonnage utérin, dont la technique utilisée va être choisie selon le cas. Alors, si après avoir fait toute cette technique-ci, notre patient continue de saigner, malheureusement, on peut être amené à faire une hystérectomie d'hémostase. Alors, les indications d'une hystérectomie d'hémostase, comme nous l'avons dit, c'est l'échec des mesures conservatrices, délabrement utérin majeur. Donc, s'il y a eu une déchirure ou il y a eu une rupture utérine, que lorsqu'on arrive là, on se rend compte que l'utérus est délabré de façon qu'il ne peut plus être réparé, c'est là qu'on va faire une hystérectomie. Si on a un placenta accreta ou un placenta percreta et que la délivrance est impossible, on peut être amené à faire une hystérectomie. Et on peut aussi être amené à faire une hystérectomie s'il n'y a plus de désir de maternité. Alors, on dit qu'une hystérectomie subtotale est préférée à la totale parce que l'hystérectomie subtotale est plus rapide et moins invasive. Bon, on l'a dit déjà que l'hystérectomie est faite en cas où il y a échec des mesures conservatrices. Alors, le pronostic, on estime qu'en absence de traitement, le décès va survenir en moyenne à 2 heures suite à une hémorragie de postpartum. Donc, si une femme commence à saigner et qu'on n'est pas efficace, en 2 heures, on peut perdre cette malade. En 12 heures, s'il s'agit d'une hémorragie antépartum. En 2 jours, si c'est un travail dystocique. Et en 6 jours, si c'est une infection qui n'est pas prise en charge. Alors, pour conclure la première partie de notre exposé sur l'hémorragie du postpartum, on dit que chaque année, à travers le monde, des milliers de femmes meurent de suite d'hémorragie du postpartum. La prévention et la prise en charge sont des aspects extrêmement importants des soins maternels. Le clinicien doit pouvoir identifier les facteurs de risque d'hémorragie présents chez chaque malade. Il doit pouvoir prendre les mesures nécessaires pour éviter la survenue de l'hémorragie du postpartum et il doit apprendre à utiliser le plus grand nombre possible de techniques pour stopper une hémorragie du postpartum. Donc, nous vous remercions pour cette première partie. La seconde partie sera... Alors, voilà les références que nous avons utilisées pour notre travail. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent lire un peu plus sur le sujet, nous avons nos références là. Alors, la deuxième partie va porter sur un cas clinique que nous avons préparé. Mais je pense qu'avant ça, le modérateur va nous dire si nous prenons d'abord les questions. Docteur Arnaud? Oui, docteur Nico. Merci beaucoup pour la brillante présentation. Elle était vraiment magnifique.
Vous allez m'excuser pour les bruits, je suis en route. Mais je crois que ce serait idéal de passer d'abord aux questions avant d'entamer la phase de cas cliniques. Donc, on va procéder par 2 méthodes. Ceux qui ne pourront pas prendre la parole de vive voix peuvent laisser des messages dans la conversation. Et ceux qui aimeraient prendre la parole peuvent se lever la main et on leur donnera la parole. Nous savons qu'il y a des aînés dans la salle, donc questions, remarques, ajouts, on est preneurs en fait. Oui, Gustave, tu peux activer ton micro, tu as la parole. Ok. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Merci encore, docteur, pour la présentation vraiment brillante et assez détaillée. Je suis encore désolé pour le lieu, pour le bruit. Je vais d'abord demander 2 choses, docteur. Si je parle d'habitude de postpartum qui s'étend sur 42 jours et celle de l'hémorragie postpartum qui couvre les 48 heures après l'accouchement, si je m'appelle bien ce qu'il y a 48 heures après l'accouchement, vous avez fait comprendre concernant les décès du postpartum qu'un décès de postpartum peut survenir 6 jours après pour une maladie antépartum. Je veux savoir, est-ce qu'on peut attribuer un décès pour saignement chez une femme, est-ce que hyper tendu ou pas, qui survient après une semaine de l'accouchement à une maladie postpartum? Ça a été ma question en fait, la première. D'accord. Bon, je pense pour ma part que ça dépend du contexte dans lequel le patient décède. Si on a une patiente qui effectivement présente une hémorragie du postpartum, parce qu'il y a toujours une cause quand un patient décède, on essaie de retrouver la cause du décès de la malade. Si on a une patiente qui effectivement a une hémorragie du postpartum, comme vous dites, et qui n'est pas maîtrisée, comme vous dites vous-même, et qui décède, ça peut être attribué à une hémorragie du postpartum, vu que le postpartum va jusqu'à 42 jours. Donc, toute hémorragie qui va survenir du moment de l'accouchement jusqu'à 42 jours, si elle entraîne le décès de la mère, c'est une mort par hémorragie du postpartum. D'accord, docteur. La seconde question que je voulais poser, docteur, c'est parce que nous, on a souvent affaire beaucoup à des cas de bloc où le plus souvent, on va enlever l'utérus, soit la personne souvent décède. En fait, 2 sur 5, c'est plus un décès. Quand nous, c'est en fait en général en assurance, on voit beaucoup ces retours-là. Et bon, la médecine d'assurance demande beaucoup plus d'avoir les diagnostics étayés et les diagnostics définitifs parce que en clinique, on aime poser des diagnostics dans le corps du patient, mais on pose vraiment des sorties. Ça veut dire que le patient est reçu en clinique, on sait qu'il en fait peut-être par la pathologie, mais à la sortie, souvent, on ne sait jamais ce qu'on a eu à traiter ou pas. Bon, moi, j'ai remarqué que la plupart des patients qui finissent dans les centres de santé ou autres, avant d'aller dans les cliniques, souvent, lorsqu'on fait des hystérectomies totales, on met toujours le diagnostic et moi, je ne pose pas tout. Moi, je veux donc savoir, est-ce que la décision de réaliser une hystérectomie totale intervient en dernier lieu après avoir essayé toutes les méthodes que vous avez citées, ou bien elle peut intervenir en premier recours? Parce que moi, des fois, j'ai souvent l'impression que c'est comme si lorsqu'on appelle un médecin ou un chirurgien pour une hémorragie de plus de 1 heure, 2 heures chez une femme qui vient d'accoucher, lui pense juste à faire l'hystérectomie. Pourtant, quand vous avez listé les méthodes conservatrices non radicales, j'en ai vu qui, pour ma part, peut très bien marcher dans les hémorragies postpartum légères. Je veux donc savoir, je voudrais que vous m'étayez un peu plus sur ce côté-là et que je comprenne un peu mieux si la décision de poser une hystérectomie en cas d'hémorragie postpartum est une décision collégiale ou bien individuelle. Ce qu'on va se dire, c'est que une hémorragie, c'est une prise en charge urgente. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps de pouvoir réunir un collège pour prendre une décision entre collègues, s'asseoir, discuter, est-ce que c'est nécessaire de faire ci ou de faire cela. Une hémorragie, c'est une prise en charge vraiment urgente. Comme nous l'avons dit, à l'entame de la prise en charge, il a dit qu'après 1 heure, si la femme commence à saigner, après 1 heure, elle doit se retrouver au bloc opératoire. Mais je dis bien que le traitement, la prise en charge chirurgicale, si on doit faire une hystérectomie d'hémostase, une hystérectomie totale, les indications sont claires. C'est s'il y a échec des mesures conservatrices. Donc, premièrement, lorsqu'on va prendre en charge une hémorragie de postpartum, on n'entre pas au bloc pour aller faire une hystérectomie. Donc, c'est s'il y a échec de traitement conservatrice, s'il y a un délabrement utérin majeur, ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a peut-être une rupture
utérine, on part. Si c'est une petite rupture, on peut réparer. Si on se rend compte que c'est une rupture qui est compliquée, qu'on ne peut pas réparer sur le coup, il y a une indication. Si on a, par exemple, un passata percreta, on a un passata qui s'est infiltré dans tout le myomètre, on sait qu'on ne peut pas facilement retirer, là, il y a une indication. Mais dit qu'on peut aller au bloc ayant pour intention première de faire une hystérectomie totale à une patiente, je pense que ce n'est pas une bonne pratique. D'accord, docteur. Merci vraiment pour les éclaircissements. Merci. J'ai plus de questions pour ma part. Nous écoutons aussi les grands frères qui sont présents dans la salle pour d'éventuels ajouts ou corrections. Je crois que dans la discussion, il y a Woufé qui dit merci docteur pour la présentation. J'aimerais que vous reveniez, si possible, sur l'étiologie, s'il vous plaît. Nous avons dit que principalement les hémorragies du postpartum ont 4 étiologies principales. La première étiologie étant l'atonie utérine. Deuxième, rétention des débris placentaires. Troisième, lacération de la filière génitale, pouvant être l'utérus, le col, le vagin, le périnée. Et la quatrième, ça pouvait être les troubles de la coagulation. Alors, nous avons même dans notre présentation, on va rentrer si possible, fait un tableau qui essayait de faire la différence entre ces trois premières étiologies, donc notamment l'atonie utérine, les rétentions de débris placentaires, la lacération de la filière génitale. Donc, en ce qui concerne les autres étiologies, sont présentes là au tableau, notamment l'atonie utérine, la rétention des débris placentaires et la lacération de la filière génitale. J'espère qu'on a quand même répondu à la question de la personne. J'espère que Woufé a été satisfait de la réponse donnée. Il y a Pal qui dit merci docteur pour la présentation. De nos jours, existe-t-il des moyens de diagnostic antépartum pour les placentas accreta et percreta? Oui. De nos jours, existe-t-il? Est-ce qu'un placenta accreta peut être diagnostiqué? Oui, une échographie Doppler bien faite peut au moins donner la suspicion. Je vous écoute s'il y a d'autres questions. Ok, il y a d'autres questions en discussion. Je crois que Pal a été satisfait. Il y a Technospark Go 2020 qui dit bonsoir docteur, j'aimerais savoir si la multiparité peut être un facteur de risque de l'hémorragie du postpartum. Oui, la multiparité, c'est un facteur de risque de l'hémorragie du postpartum. Nous l'avons dit dans la présentation. Donc, les multipares ont plus de risque de faire une hémorragie du postpartum par atonie utérine que les autres patients. Je crois qu'il y a Donald Kinfac qui dit la 5e étiologie des hémorragies du postpartum, c'est la césarienne par défaut d'hémostase. Donc, il a ajouté une cinquième étiologie, en plus des 4 que vous aviez cités, docteur Neko. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas docteur Kinfac, c'est un promotionnaire aîné en gynéco. Donc, je pense que les 4 étiologies, communément, qu'on connaît de façon habituelle, c'est les 4 que j'ai cités, notamment ces 4-là. Mais si le docteur Kinfac est un aîné dit qu'on peut ajouter ces 5e étiologie-là, je pense que chacun peut l'ajouter et voir ce que la littérature en dit. D'accord. Je crois qu'il y a encore un intervenant qui a réagi. Bijirimana, qui dit les facteurs de risque d'hémorragie du postpartum sont les mêmes pour les 2 voies d'accouchement. C'est bon, c'est une question. Je demande si les 2 voies d'accouchement ont les mêmes facteurs de risque pour les hémorragies du postpartum. On ne peut pas le dire comme ça. Bon, c'est clair qu'on a par exemple dit qu'il y a 4 étiologies d'hémorragie du postpartum. On a dit qu'il y avait les lacérations. Une femme qui va faire un accouchement par césarienne, par voie haute, c'est clair qu'elle ne va pas faire une hémorragie par lacération de la filière génitale. C'est clair que si le facteur de risque d'une atonie utérine, c'est par exemple un travail précipité,
Une femme qui va faire un accouchement par voie haute n'aura pas ce facteur de risque-là. Il n'y a pas CSN, ce n'est pas ça. Mais s'il y a surdistension utérine, par exemple, s'il y a grande multiparité, que ce soit par voie haute ou par voie basse, ce sont les mêmes facteurs de risque. Et surtout que parfois, une personne, par exemple, qui aura un travail, prenons le cas d'un travail prolongé, ça peut être, par exemple, une personne qui fait, par exemple, une DCP. C'est-à-dire que c'est une personne qui va peut-être finir par accoucher par césarienne, mais ça ne va pas exclure le fait qu'il y a eu un travail prolongé qui est un facteur de risque d'hémorragie du postpartum. Et cette personne-là, même après la césarienne, elle peut développer un saignement qui est dû à une atonie utérine. Vous comprenez? Donc, ici, c'est au prendre au cas par cas. Mais on peut effectivement retrouver les facteurs de risque qui sont communs, qui sont l'accouchement par voie basse ou par voie haute, et certains qui ne le sont pas. J'espère avoir répondu à la question de Birédi. Oui. S'il y a d'autres questions, vous veuillez vraiment noter et à la fin du cas, on va revenir. Bon, c'est vrai que on va partager l'écran. Notre cas, nous allons le présenter. Vous êtes appelé à 2 heures du matin auprès de Madame X qui vient d'accoucher d'un garçon pesant 4100 grammes. D'après votre interrogatoire, elle a 42 ans et elle est arrivée en travail il y a 3 heures avec un col à un doigt. La grossesse a été correctement suivie et elle est à jour des différents examens. Vous notez cependant, à la dernière échographie, le poids du fœtus a été estimé à 95 percentiles. Et au premier trimestre, on a découvert de façon fortuite un petit fibrome intramural de 3 cm. Dans ses antécédents, vous notez une appendicectomie à l'adolescent et une pyélonéphrite à 25 ans. C'est une patiente gravide à 6 para 5 avec les antécédents de 3 accouchements instrumentaux. L'accouchement s'est déroulé sans particularité. La sage-femme avait arrêté le syntocinon, donc l'ocytocine, mis en place pour diriger l'accouchement dès l'expulsion, puis a attendu la délivrance et en exerçant une expression utérine. Le placenta est sorti 5 minutes après l'expulsion, accompagné d'une hémorragie de sang rouge, évaluée d'après la sage-femme à 1 litre. C'est à ce moment qu'elle vous a appelé pour hémorragie de la délivrance avec doute sur l'intégrité du placenta. Alors, la première question, quels sont les facteurs de risque d'hémorragie du postpartum que la patiente présente? Alors, nous allons aller de façon progressive. Donc, on va aller question par question. Donc, si les gens ont des propositions de réponse, soit vous les laissez un message, soit vous levez le doigt, on vous donne la parole. Mais vu le temps, donc, ceux qui veulent parler, n'hésitez pas. Docteur, je peux parler? Je voudrais apporter des réponses. Oui, nous vous écoutons. D'accord. Donc, les éléments que j'ai relevés qui feront partie des facteurs de risque, il y a le poids de l'enfant de 4100 grammes. Ensuite, au niveau des grossesses, elle a eu 5 accouchements par voie basse et 3 par extraction instrumentale. Donc, les 3 par extraction instrumentale font partie des facteurs de risque. Et ensuite, je pense qu'il y a l'arrêt de l'ocytocine par la sage-femme. Ce sont les éléments de réponse que j'ai. Oui, je suis d'accord avec vous. Si une autre personne veut ajouter quelque chose qui n'a pas été dit, notons que c'est une personne qui est arrivée il y a 3 heures avec une dilatation à un doigt et on vous appelle qu'elle a accouché. Alors, pour résumer ce que vous avez dit, pour ceux qui ont pris la parole, ce qui est dit dans les messages, je pense que nous avons listé ce qui est présent comme facteur de risque. Notamment, il y a l'âge de la patiente, il y a sa formule gravidique, c'est une grande multipart. Si nous sommes seulement dans les antécédents, donc son âge, sa formule gravidique, le fait qu'il y ait un myome. Maintenant, quand nous venons sur l'accouchement en elle-même, on dit que l'échographie, déjà, même si on n'avait pas le poids de naissance, l'échographie qui a montré que le poids du fœtus était estimé au 95e percentile, nous montrait déjà que l'enfant était un macrosome. Donc, macrosome, c'est un poids supérieur au 90e percentile. Donc, ça, c'est un autre facteur de risque. Nous avons
un travail précipité qui n'a duré que 3 heures, qui est un autre facteur de risque. Nous avons les antécédents. Si on revient à l'antécédent d'accouchement instrumentaux, qui est un autre facteur de risque. Je pense que nous avons fait le tour de la question des facteurs de risque. On peut avancer, sauf si quelqu'un a autre chose à ajouter. Donc, nous avons fait le tour de cette question. Voilà la question numéro 2. Quels sont les points négatifs dans l'attitude de la sage-femme? Ceux qui ont la parole, ceux qui ont le doigt levé, vous pouvez prendre la parole. Nous vous écoutons. L'attitude négative de la sage-femme ici a été d'arrêter l'ocytocine qui avait été mise en place pendant l'accouchement. Et elle a attendu la délivrance pour exercer une pression utérine. Et c'est après ça qu'elle a décidé que c'était une hémorragie de la délivrance. Quelqu'un a ajouté? Je suis d'accord avec vous. Oui, docteur Tanifo, nous sommes d'accord avec vous. Arrêt de l'ocytocine, absence de surveillance. Nous avons quand même une sage-femme qui a attendu que la femme perde, elle estime elle-même environ 1 litre de sang avant d'appeler à l'aide. Donc, c'est une mauvaise attitude. On va aller à la 3e question. Quel doit être le premier geste en tant que médecin de garde? Alors, en tant que médecin de garde, oui, docteur Poney, docteur Kamapone, je suis d'accord avec vous. Elle aurait dû prendre, si elle avait bien évalué les facteurs de risque de la patiente, je pense qu'il y a beaucoup d'attitudes qu'elle n'aurait pas eues, notamment fermer l'ocytocine. Elle aurait pu faire une meilleure surveillance. Je suis d'accord avec vous. Alors, on vous appelle pour cette patiente en tant que médecin de garde. Quel est le premier geste à poser? Nous vous écoutons, chers collègues. Je vais m'essayer, docteur. Nous vous écoutons. D'accord, donc on sera dans la garde par, c'est-à-dire qu'on va laisser couler l'ocytocine et puis ensuite continuer avec les autres gestes, notamment la compression et tout. Je m'échappe un peu. D'accord. Docteur Laurel dit dans le message qu'il faut faire l'appel à l'aide. L'appel à l'aide doit être le premier geste à faire lorsqu'il y a une hémorragie du postpartum. On ne gère pas une hémorragie du postpartum seul. Donc, docteur Kempfak l'a dit, l'appel à l'aide, c'est ça. On doit mobiliser le personnel. Donc, il faut appeler à l'aide. Après avoir appelé à l'aide, docteur Allegria, évaluer les facteurs de risque de cette patiente. Ce n'est pas la première chose à faire. Parce que lorsque vous venez, elle est enseignement, la première chose à faire, c'est l'appeler à l'aide. C'est ce que le docteur Kempak appelle mobiliser tout le personnel. La première chose à faire, c'est l'appeler à l'aide. Docteur, Technospac, go. Oui, on peut faire une révision utérine, je suis d'accord avec vous, mais la première des choses à faire, lorsque vous avez une hémorragie du postpartum, c'est de mobiliser l'équipe, c'est d'appeler à l'aide. Donc, vous avez vu, j'ai essayé de détailler, on va appeler à l'aide. Après, la première des choses, c'est appeler à l'aide. Ensuite, on va poser les voies venues, tout ce que vous voulez. On va voir ça dans la suite. Alors, on appelle à l'aide. Un autre message. Docteur Orao, remplissage plus. Docteur Orao, moi, ce n'est pas parce qu'une femme a une hémorragie de postpartum qu'on va forcément remplir cette femme-là. Comme on a dit dans les formes cliniques, on peut avoir les hémorragies de postpartum avec retentissement sur le plan hémodynamique, on peut avoir d'autres qui n'ont pas. Si vous avez une patiente qui n'a pas de problème sur le plan de la volémie, il n'y a pas forcément, il n'y a pas nécessité de remplir cette patiente-là. Donc, on remplit la patiente s'il y a un problème sur le plan de la volémie de la malade. Mais si on peut avoir une patiente qui a une hémorragie de postpartum vraie, mais qui pour l'instant n'a pas encore une tachycardie, n'est pas en état de choc. Donc, on retient que la première des choses, c'est d'appeler à l'aide, d'évaluer l'état hémodynamique de la patiente. D'accord? On pose 2 voies veineuses de gros calibre, on fait un massage utérin, on vide la vessie. Si, après avoir vidé la vessie, fait le massage utérin, la patiente continue de saigner, on fait une révision utérine. La technique a été décrite là, comment ça doit être fait. Alors, on dit, votre geste ne trouve pas de cause à cette situation.
La palpation abdominale retrouve un fond utérin à 2 doigts au-dessus de l'ombilic. On n'a pas de globe utérin de sécurité. Quel est votre diagnostic? Je pense que celui qui a suivi même la présentation en partie, un peu au moins donné la réponse. Elle a d'ailleurs déjà été donnée dans les commentaires, dans la discussion. Effectivement, il s'agit d'une atonie utérine. Et comme nous l'avons vu, cette patiente a beaucoup de facteurs de risque de faire une atonie utérine. Son âge, sa formule gravidique, le fait qu'elle ait des myomes. Oui, tout le monde a trouvé de la discussion atonie utérine. Donc, comme facteur de risque, son âge, sa formule gravidique, le fait qu'elle a des myomes, le fait qu'elle a accouché en macrosome, le fait qu'elle ait eu un accouchement précipité qui a duré seulement un travail précipité qui a duré seulement 3 heures. Donc, je pense que nous y sommes tous. Alors, quelles sont les mesures principales pour la prise en charge de cette patiente? Comment est-ce qu'on prend en charge cette patiente? Sur le plan de la réanimation, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que nous avons détaillé ça très clairement lorsque nous avons fait notre présentation. Docteur Epiphane Quadio, moi, je vais redire ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'une patiente a une hémorragie de postpartum qu'on doit forcément remplir cette patiente-là. On ne remplit une patiente que s'il se pose le problème de volémie. On peut effectivement remplir cette patiente-là, mais ce n'est pas obligatoire dans tous les cas d'hémorragie de postpartum. Alors, nous allons aller à la discussion. On a dit, on a déjà appelé à l'aide, on a déjà fait notre massage, on a déjà même fait la révision utérine parce que c'est ce qu'on a fait à la question numéro 2, je crois. Maintenant qu'on est sûr, parce que lorsqu'on fait la révision, c'est pour être sûr qu'il n'y a pas de rétention de débris. Maintenant qu'on a fait tout ça et que l'utérus reste atone, on a nos voies vénériques en place, on met la patiente sur une thérapie, on fait un monitoring continu des paramètres, on fait un remplissage. Là, ici, maintenant, on peut utiliser effectivement les hystérotoniques, syntocininone, ocytocine, prostaglandine, notamment le cytotec. L'examen va permettre d'exclure une lacération de la filaire génitale. On peut faire, comme je disais, si le massage utérin ne prend pas, on peut faire une compression de la aorte abdominale, comme nous avons indiqué, nous avons expliqué dans la prise en charge de l'hémorragie du postpartum. Si donc, après toutes ces mesures, il y a persistance de l'hémorragie, on peut là maintenant faire une laparotomie d'urgence. Et dans la laparotomie d'urgence, le traitement qu'on va faire là-bas, ça peut être un traitement conservateur ou radical. Nous l'avons expliqué, le capitonnage, on peut faire un Billinch, on peut faire une ligature des artères utérines, on peut faire une ligature des artères hypogastriques, des artères hypogastriques, et on peut faire une hystérectomie d'hémostase au cas où il y a eu échec du traitement conservateur. Alors, comme je disais d'entame, cette présentation a été préparée par moi, le docteur Nekou, je suis interne SPD de gynécologie, et le docteur Ayao Arnold. Nous vous écoutons s'il y a d'autres questions sur le sujet. C'était tout pour notre présentation de ce soir. Donc, s'il y a des questions sur le sujet ou des ajouts par les aînés qui sont dans la salle, nous écoutons. Merci, docteur Nekou, pour la présentation. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va clore la réunion. On remercie tout le monde pour votre présence et pour votre participation.